Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle saison du podcast Punkin Dev. Pour célébrer cette rentrée, j'ai eu envie de me faire un petit kiff perso, un épisode bien égoïste. Enfin, je veux dire encore plus égoïste et perso que d'habitude. Ça fait longtemps que je fais un peu de création de contenu, que ce soit via mon blog, qui doit avoir plus de 5 ans, même s'il est pas très actif, ce podcast, qui entre dans sa 4e saison, ou même des conférences que j'arrive à faire plus ou moins régulièrement depuis, on va dire, à peu près 3 ans. Et ça fait en vrai au moins aussi longtemps que je suis plein de créateurs et de créatrices de contenu, et en particulier sur YouTube dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Je consomme beaucoup de vulgarisation scientifique, j'aime bien ça. Ces dernières années, il y a plein de gens qui ont fait ça, qui sont apparus, qui ont disparu, que j'ai suivi, que j'ai arrêté de suivre. Mais il y en a une en particulier pour moi qui est sortie du lot dans mes écoutes, et c'est Viviane Lalande, qui est la créatrice et animatrice des chaînes Syllabus et C+. C+, c'est sa chaîne secondaire, si je puis dire, qui est moins connue, dans laquelle elle ne fait pas de vulgarisation, mais elle en parle. Elle parle de vulgarisation. Elle explique comment elle fait pour vulgariser de la science. Et à chacun de ces épisodes, je me disais, non mais c'est bizarre, j'ai vraiment trop l'impression de faire exactement le même boulot quand je prépare mes épisodes de podcast ou mes confs. J'aimerais trop pouvoir discuter de ça avec elle, ça sera vraiment trop cool. Et c'est donc, avec beaucoup de fierté, je ne vais pas me cacher, que je suis aujourd'hui à même de vous proposer cet entretien réalisé cet été, en août 2023, avec Viviane, dans lequel elle vient parler de toutes ses activités de communication scientifique. Communication, vulgarisation scientifique, c'est globalement la même chose. J'espère que vous passerez un moment aussi agréable à nous écouter, à l'écouter elle surtout, que moi je n'ai eu à l'enregistrer. Bon épisode et bonne écoute, on se retrouve à la fin. J'ai plusieurs casquettes, mais la casquette souvent principale qu'on connaît le plus de moi, c'est que j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Syllabus, et sur laquelle je fais beaucoup de vulgarisation scientifique. Je fais ça depuis 10 ans maintenant. Et en parallèle de ça, donc je fais beaucoup de vulgarisation où je produis la vulgarisation, mais j'ai aussi beaucoup d'activités où j'aide les gens à faire de la vulgarisation, parce que je me suis moi-même formée, je viens du monde scientifique, et il a fallu que je me forme à la vulgarisation, à la communication scientifique. Et donc aujourd'hui j'ai aussi une casquette un petit peu d'enseignement de comment faire cette communication scientifique. Donc ça se fait par 3 biais. Le premier, c'est j'enseigne à l'université à Polytechnique Montréal à des étudiants de doctorat comment faire la communication scientifique. Le deuxième, c'est que je fais beaucoup de formation privée surtout, pour des groupes de recherche, donc essentiellement pour des chercheurs, pour la communication scientifique. Et le troisième, qui est celui-là est public, j'ai une seconde chaîne qui s'appelle C+, où je fais des podcasts ou alors je fais des vidéos pour expliquer aux gens de façon tout à fait gratuite sur cette chaîne comment faire la vulgarisation scientifique. À noter que moi, depuis que j'ai créé le podcast, je me suis inspiré librement d'un document que tu avais publié sur C+, justement, sur comment tu prépares tes épisodes, une espèce de document, et je l'avais réadapté pour le podcast en enlevant tout ce qui était miniature, tout ça, mais j'avais gardé un peu ça pour mes premiers épisodes quand je savais pas trop vers où aller. Donc ça m'a servi beaucoup au démarrage. Je suis contente. Et ce document-là, je l'utilise encore aujourd'hui dans toutes mes formations, où c'est prenez ce document. Et il a un petit peu changé, mais pas beaucoup, depuis que je l'avais publié sur C+. J'ai prenez ce document, ça va être votre base, et quand vous aurez ça, ce sera facile de créer votre épisode, de créer votre communication, de créer quoi que ce soit. Et donc c'est un document que moi aussi j'utilise encore beaucoup, même si la vidéo a quelques années aujourd'hui. Mais c'est une méthode de travail qui aide beaucoup. Je vous reparlerai de ce document-là plus tard, s'il y a dans l'auditoire des personnes qui sont curieuses de ça, je reparlerai. Moi, je me demandais déjà comment t'es arrivé à la vulgarisation au niveau formation académique. Je sais plus exactement par où t'es passé et comment t'es tombé dans la vulgarisation. Alors, pour répondre rapidement à la formation académique, grosso modo, moi j'ai fait, donc je suis française mais j'habite au Québec, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en France en génie mécanique,
pour mon stage de fin d'études, je l'ai fait au Québec, c'est ça qui m'a amené ici. Et après, j'ai continué dans une maîtrise recherche qui est un diplôme qui n'a pas d'équivalent en Europe, mais grosso modo, c'est 2 ans de recherche que j'ai adoré. Mais ça amène un bac plus 5 pour les Français parce qu'il n'y a pas d'équivalent, donc c'est comme si j'avais eu 2 bacs plus 5. Et après, je suis allée travailler dans l'industrie, et après, je suis revenue et j'ai fait un doctorat en biomécanique de la colonne vertébrale. Donc tout ça, c'est grosso modo mon background académique. Et en fait, la vulgarisation, je sais pas trop exactement s'il y a pas eu un moment où je suis tombée dedans. Je pense que j'ai toujours été sensible à ça quand j'étais petite, parce que mes parents étaient dans une association où ils faisaient plein d'expos sur les chouettes. On allait faire des sorties en nature, et donc il y avait déjà cette petite composante de vulgarisation, de communication, en tout cas de partage de connaissances, grâce à mes parents, qui sont à la base pas du tout scientifiques d'ailleurs. Et puis après, finalement, là où ça s'est le plus cristallisé, c'est quand j'ai commencé mon stage de fin d'études au Québec, et que j'ai participé. Donc j'avais 22 ans à ce moment-là, et j'arrivais dans un nouveau pays dans un nouveau monde, le monde de la recherche, et moi j'avais envie de participer à tout. Donc on disait il y a un concours de posters, je participe, il y a telle chose, je participe. Donc j'avais l'envie de participer à tout, et en participant à tout, j'ai vraiment apprécié de faire ces activités de communication scientifique qui étaient proposées par l'université. Et j'ai commencé un blog à ce moment-là, parce que j'avais envie juste de continuer d'en faire plus que ce que l'université proposait. Puis le blog s'est transformé en chaîne YouTube, et puis après tout a déboulé. Donc je sais pas s'il y a vraiment un marquant. Je pense que j'avais déjà cette sensibilité dans mon éducation, et puis après qui a été probablement catalysé par l'université dans laquelle j'étais. Ah, c'est un parcours intéressant. Moi j'aime bien. Enfin, je pense on n'a fait pas du tout les mêmes métiers, mais il y a un petit peu ce côté-là, un moment de vouloir essayer d'autres choses que ce qu'on fait plus académiquement au quotidien. Moi, je me demandais, quand on parle souvent de vulgarisation, ça reste une forme de transmission de connaissances, mais c'est pas du tout le même mode de transmission qu'on fait en vulgarisation et qu'on va faire dans un cours académique à l'université ou dans des écoles. Je sais pas, comment tu jauges cet écart-là sur, je dirais pas dans le contenu, puisque les contenus sont en général plus drivés dans les écoles, mais d'un point de vue format, quand t'as des cours et quand tu parles dans un podcast, est-ce que t'as un gros écart de préparation? Est-ce que ça a rien à voir? Est-ce que il y a des choses qui sont proches? C'est difficile, parce que là, moi, ce que j'enseigne surtout, c'est de la communication scientifique. Donc la communication scientifique, on est beaucoup plus dans du savoir-faire que dans du savoir. Donc c'est pas la même chose que quand moi j'apprenais la physique à l'université. La physique, c'est très à base de savoir, et donc à l'école, les cours, ils doivent durer longtemps, parce qu'il faut qu'on apprenne les équations, il faut qu'on apprenne à les faire, il faut qu'on apprenne à pêcher plutôt qu'on nous donne le poisson, là, si on suit le vieil adage. Donc l'essentiel de ce qu'on a vu à l'école, c'était une transmission de savoir. Quand on enseigne la vulgarisation scientifique, c'est pas qu'une transmission de savoir, c'est une transmission de savoir-faire. Ce qui est encore une autre approche, je pense, en enseignement, où on est un peu obligé, si on veut vraiment transmettre le savoir-faire, de faire en sorte que 100% du travail ne peut pas venir de la personne qui enseigne. Il faut qu'une grosse partie du travail vienne de la personne qui veut apprendre, ou elle doit se planter. Elle doit faire ses preuves, finalement, faire ses premières publications, puis se rendre compte que ça marche pas, et pourquoi est-ce que ça marche pas. Et le pourquoi est-ce que ça marche pas, c'est là qu'on vient aider quand on enseigne tu vois, là, quand t'as commencé avec tel paragraphe, ça m'intéresse pas au début, parce que t'es parti dans une généralité qui n'avait rien à voir avec le reste de ton texte, par exemple. Je donne un exemple. Et donc c'est d'avoir ces allers-retours dans l'enseignement de la communication scientifique qui, je pense, est le plus pertinent. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de faire dès qu'on me laisse l'opportunité d'avoir assez d'heures avec les étudiants pour le faire. Donc c'est très différent, l'enseignement de la vulgarisation, mais l'enseignement d'un savoir-faire est encore différent de l'enseignement d'un savoir. Donc la réponse est un petit peu plus complexe que ça. Et si on veut juste faire la vulgarisation, puis là, de quoi on parle quand on veut faire la vulgarisation? Est-ce qu'on veut faire la vulgarisation de comment vulgariser,
ou est-ce que on parle de la vulgarisation de la science? Là, encore une fois, c'est pas du tout la même chose. Donc je sais pas sur quel pied tu voulais aller. Est-ce que tu voulais rester sur l'enseignement et la vulgarisation de la vulgarisation, ou est-ce que tu voulais parler de la science? Alors en vrai, on peut parler de tout. Là, j'ai ce que tu disais, ça m'a trigué un truc, c'est que je commence à faire de manière totalement amateur et gratuit. On fait de l'accompagnement avec des collègues, on fait de l'accompagnement à des personnes qui n'ont jamais donné de conférence. Donc en France, il y a un gros circuit de conférences techniques dans l'informatique, et il y a plein de gens qui aimeraient parler sur des conférences, qui ont des sujets dont ils ont envie de parler, mais souvent il y a un gros stress, une grosse appréhension quand on l'a jamais fait. Et donc Normal. on fait ce boulot-là d'accompagner les gens, et tout ce que tu disais, c'est un savoir-faire là-dessus. En fait, alors moi je suis complètement novice dans cet encadrement-là, mais c'est effectivement, t'as raison dans ce que tu dis, c'est pas un savoir brut, c'est vraiment un savoir-faire, et tant que les gens ne font pas, moi je peux rien leur apporter. Exact. Je pourrais balancer des discours pendant 2 heures sur comment se tenir devant un public, comment tenir un micro, mais j'ai pas effectivement, il faut que les personnes fassent leurs armes, et puis qu'on aide à corriger. Attention, effectivement, ce que tu disais, je l'ai déjà exactement expérimenté ça. Toute cette partie-là, on voit pas le lien avec ton fil conducteur et le sujet global, on sait pas où ça va, donc tu vas potentiellement perdre ton auditoire. Enfin, c'est des choses qui sont intéressantes. Je sais pas, toi, l'importance dans ces formations et dans ce que toi tu fais, tu donnes au support visuel, parce qu'on travaille beaucoup dessus, en tant qu'informaticien, informaticienne, on a une tendance à faire plein de PowerPoint ou des présentations, avoir des supports. Je sais pas, toi, je sais que t'en as discuté dans tes émissions en si bons termes avec Julien Bobroff, entre autres, sur justement un peu la créativité du support visuel qui peut être associé. Comment tu t'accapares cette question-là, en fonction des vidéos, en fonction du média que tu utilises, et comment tu le transmets Ouais, j'ai pas du tout la même réponse si on parle de vidéo, si on parle de présentation orale, ou si on parle de quoi est-ce qu'on pourrait parler d'autre, de post sur Instagram, mettons. Donc j'ai pas du tout la même réponse. Je vais te répondre d'abord sur puisque tu parlais des conférences. Donc je vais te répondre d'abord sur le PowerPoint, le support visuel qui accompagne la conférence souvent. Là, j'ai une vision qui est un peu tranchée, un petit peu extrême, qui est de dire que une présentation orale, c'est une présentation orale. C'est pas un défilé de slides. Donc tes slides, tu les ranges. Vision extrême, mais en réalité c'est pas exactement ça. Le message, c'est pas ne mettez pas de slide. Le message, c'est plutôt de dire que la présentation orale, ce qu'on veut, c'est écouter la personne. Et notre cerveau, en tant que spectateur, il ne peut pas écouter une personne et lire un texte en même temps. Il fait un choix. Soit il écoute, soit il lit. Donc s'il y a du texte sur ta slide et que tu es en train de parler et que ce que tu dis n'est pas exactement écrit sur ta slide, l'auditoire va faire un choix. Et ce choix-là, tu le maîtrises pas. T'es pas du tout en maîtrise de qu'est-ce que ton auditoire est en train d'écouter ou de lire. Ça, c'est un problème. Parce que dans une présentation orale où on est le seul à parler, où on est en train de faire un monologue, ça veut dire qu'on ne contrôle plus du tout l'afflux d'informations dans le cerveau des gens. Et c'est ça le travail principal d'un présentateur ou d'une présentatrice, c'est de contrôler l'information, dans quel ordre elle arrive dans la tête des gens, pour être sûr qu'à la fin, notre message passe. Donc, les slides, la problématique que j'ai souvent avec les gens avec qui je travaille dans ce genre de contexte-là, c'est qu'en général, les gens pensent à leurs slides avant de penser à leur présentation orale. Et donc, ils font en réalité un document qui a été réfléchi à l'écrit, parce qu'ils ont écrit ce document, ils ont rajouté des images, mais il n'a pas été pensé pour être dit. Et moi, je pousse beaucoup vers le fait que de dire aux gens, arrêtez, ne faites pas un PowerPoint, faites votre présentation orale à vous, et quand vous voyez des moments dans votre présentation orale où vraiment, là, il y aurait besoin d'une image, il y aurait besoin d'un support visuel, go,
Là, on met la petite image qui va bien pour expliquer le schéma de fonctionnement de telle chose, parce que ce sera 1000 fois plus simple à expliquer avec une image que sans image. Mais une présentation orale, c'est une présentation orale. Et donc, mes PowerPoint à moi sont particulièrement moches, parce que je ne veux pas que l'attention soit attirée sur mes PowerPoint. Et je veux que vraiment l'attention soit attirée sur ce que je dis moi. La plus-value, c'est ma présentation orale, pas mon PowerPoint. C'est un énorme travers que j'avais énormément. Je concevais moi toutes mes confs en général par le PowerPoint, pardon. Ouais. Mais on apprend tous ça comme ça, hein. C'est normal. Ouais. Et le fait de me mettre à faire du podcast m'a complètement changé cette approche, parce que le podcast, je choisis des sujets où je sais que j'ai pas de visuel. Donc il y a quelques sujets où je me suis dit je n'y arriverai pas sans visuel, mais la plupart du temps je me suis rendu compte qu'on peut aborder énormément de choses sans visuel, avec plus ou moins de réussite, hein. Des fois j'ai raté, ça arrive, des fois ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont un talent absolument incroyable pour faire passer des choses juste à l'oral. Mais effectivement, j'ai beaucoup évolué là-dessus. Enfin voilà, j'ai commencé mes slides avec, il y avait plein de textes dedans. Maintenant, il y en a quasiment plus. Je préfère avoir une image qui va traduire une intention, exact, une émotion, un truc, ou le schéma à un moment où c'est plus pratique. Mais oui. Mais en fait, si les PowerPoint c'était que des visuels, c'était que des images qui accompagnaient le texte, il y aurait pas de problème. Le problème, c'est que quand on ouvre la porte aux gens, où on leur dit vous avez le droit en PowerPoint, c'est pas des images qu'ils mettent, c'est leurs notes, c'est leur prise de notes pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc il est plutôt là le problème. Si le PowerPoint était vraiment un support visuel, il y aurait beaucoup de moins de problèmes que là maintenant où c'est juste la prise de notes montrée de façon publique. Tu parles du coup de conf, je me prends la brèche. Est-ce que quand tu fais des confs, remarque ça marche aussi sur les vidéos. Je vais faire une parenthèse. Il y a quelques années, j'avais vu une interview d'Alexandre Astier qui parlait de l'importance du rythme dans son écriture. Et j'étais tombé sur justement un batteur qui jouait à la batterie le rythme de certaines scènes comiques de stand-up ou de vieux standards de l'humour anglo-saxon. Intéressant ça. Et je trouvais ça passionnant comme c'est millimétré. Il prenait l'exemple de De Funès qui est un musicien hors pair avant d'être comédien, et quand on écoute comment il place ses répliques, il y a quelque chose de très très rythmique, très musical dans la façon dont c'est écrit. Alors sans aller jusque là, mais il y a un rythme. Moi, je me pose souvent la question du rythme d'une présentation ou d'un podcast. À quelle vitesse je vais parler? Combien de temps je peux passer sur une sous-partie? Est-ce que à quel endroit je mets des respirations? Comment? Toi, est-ce que c'est une démarche que tu fais consciemment ou pas du tout, ou enfin est-ce que c'est une problématique que t'abordes un peu le rythme général? Alors le rythme, c'est vraiment, je pense que c'est le niveau ultime. C'est une fois qu'on a maîtrisé le rythme, c'est qu'on avait maîtrisé tout ce qui était avant. Je pense que c'est vraiment le niveau ultime, lui. Et dans toute ma démarche d'apprendre la vulgarisation, plutôt d'enseigner la vulgarisation, tout ça a été de dire ok, mais c'est quoi en réalité que je fais de façon inconsciente, et il faut que je le rende conscient pour pouvoir expliquer aux gens comment est-ce que je suis arrivé du point A au point B. Parce que la plus grande difficulté, ma réponse s'en vient, j'ai pas oublié ta question. Ma plus grande difficulté, c'est la plus grande difficulté de tous les gens qui vulgarisent, c'est ils voient un texte, ils disent ah ce texte-là il est bon, ce texte-là il est pas bon. On leur dit mais pourquoi? Et juste ils le sentent. C'est beaucoup de choses à l'intuition dans ce monde-là. Et donc quand on se met à enseigner ça, il faut enlever cette intuition puis arriver à la remettre, à mettre des mots sur cette intuition et à expliquer comment est-ce que on arrive à cette conclusion-là. Et donc j'ai réussi à faire ce chemin-là de revenir à je peux t'expliquer pourquoi cette phrase elle est moins bonne que cette phrase, parce que tel verbe est à tel endroit, parce que telle structure, parce que donc ça je l'ai comme bien décortiqué à l'échelle du texte, et je sais maintenant faire tout ce chemin-là. Pour le rythme, je suis encore beaucoup à l'intuition. Et j'ai encore beaucoup de difficultés à l'enseigner. L'avantage, c'est qu'il y a en général quand j'enseigne la vulgarisation, c'est assez rare d'avoir des gens qui sont suffisamment avancés pour aller jusqu'à la question du rythme.
Donc c'est pas quelque chose que j'ai besoin de développer dans les formations tant que ça, parce qu'il n'y a pas de besoin aujourd'hui, en tout cas dans les formations qui m'arrivent. Mais le rythme pour moi c'est encore quelque chose de très intuitif, donc j'ai du mal à le formuler de comment est-ce qu'il faut rythmer les choses. Juste je sens que là il faut que j'ai une pause. Je sens que là il faut que j'arrête de parler, je regarde les gens et puis je reprenne sur un ton différent. Je sens que, et donc ça c'est vraiment encore du feeling où j'ai pas réussi à mettre les mots de pourquoi est-ce que à ce moment-là je sais qu'il faut que je change de rythme ou pas. D'accord. Après, en plus c'est une question qui a une importance plus sur toute la partie transmission orale, dès l'instant qu'on est sur de l'écrit, du blog, de la BD, du poster ou de l'asynchrone. Enfin, c'est pas des questions qui vont être amenées à se poser, mais moi je sais que c'est une question qui m'intéresse beaucoup et à laquelle j'essaie de penser énormément. Ça c'est mon background de musicien artiste. Je suis un peu circassien aussi, donc j'ai fait des concerts. Je me posais la question du rythme dans un concert, comment mettre les chansons dans le bon ordre pour que ça ait un impact maximum. Tu parlais de pause. J'ai fait à l'origine je suis chanteur, j'ai fait quelques sujets et je fais de l'accompagnement justement sur la dimension purement vocale, où un des principaux conseils que je donne aux personnes qui veulent parler, c'est faites des pauses. Oui, l'art de la pause, j'ai fait ça avec un collègue qui lui est spécialisé il fait du théâtre d'impro et il aime beaucoup écouter les discours politiques pour s'inspirer de pourquoi ça marche, pourquoi ces gens-là ont de l'impact et toute considération politique mise de côté. Il disait que Jacques Chirac était le professionnel de la pause. C'était sa faculté à attirer l'attention, ça passait par la pause. Français, française, tout le monde se met à écouter, l'heure est grave. Alors là, il y a plus personne qui écoute quoi que ce soit d'autre, et c'est effectivement c'est une compétence qui est un peu vaporeuse, parce qu'effectivement, à l'expliquer, c'est très compliqué, mais par l'observation et par l'expérimentation, on voit qu'il se passe quelque chose. Et pour la partie conférence publique, j'ai aussi appris avec les numéros de cirque que j'ai travaillé à greffer des regards, à pas faire le truc pour nous. Je lis mes notes pendant qu'il y a mes slides qui défilent. Non, c'est arriver à se poser et à regarder le public en disant ça a une espèce de signification. C'était pour vous. Faites-en ce que vous voulez, mais ça permet de faire une pause. Et ça facilite aussi, j'ai l'impression, la compréhension. Ça laisse le temps de digérer ce qui a été dit. Mais en fait, c'est pour ça que tu fais des pauses dans une conférence. C'est parce que tu veux relever l'attention et parce que t'as besoin que le cerveau ait fini d'emmagasiner toute une série d'informations avant de commencer une prochaine phrase. Mais c'est sûr que le rythme, je sais pas à quel point ça peut s'apprendre. Je sais pas à quel point on peut le rationaliser puis le décortiquer, parce que finalement j'ai l'impression que le rythme vient assez naturellement la seconde où on n'a plus de stress quand on est en train de présenter et quand on n'est plus, parce que quand on présente, donc on repart de l'aspect conférence, quand on présente et qu'on est stressé, on est replié sur soi. C'est-à-dire qu'on pense à son texte, on pense à la prochaine slide, on est vraiment replié sur soi, sur son travail et sur comment le présenter. Quand on n'a plus ce stress-là de performance, ou je sais pas comment on peut l'appeler, et qu'à la place on regarde son public, et qu'on se dit, ok, mais c'est quoi qui intéresse mon public? Là, ça devient beaucoup plus fluide de se dire, ah, là je sais que telle information est passée parce que j'ai vu dans les regards que c'était passé. Ou là, j'ai pas l'impression que c'est passé, je pense que je vais répéter ma dernière phrase parce que clairement je suis allée trop vite. Et donc la seconde, on arrive à shifter son attention, non plus sur soi parce qu'on est stressé, mais sur l'audience, et de savoir comment est-ce qu'elle réagit. Alors, supposément qu'on a une audience live devant nous, évidemment ça change tout si on n'a pas une audience live. J'ai l'impression que le rythme devient tout d'un coup beaucoup plus naturel. Mais ça demande une certaine forme d'empathie aussi, d'être capable de savoir où est-ce que les gens se placent, et donc c'est complexe. Oui, on a... avec ce collègue qui fait du théâtre d'impro, on a fait justement une conférence. Là, c'était un peu sous forme d'atelier, donc c'était une conférence un peu atypique dans le circuit français. On était sans slide, c'était dans un camping, donc on a fait notre conf sur le terrain de pétanque du camping. Ouais. Et c'était un peu d'accompagnement de prise de parole, et c'était pour nous autant une manière d'essayer d'aider les gens et de rassurer les personnes qui n'osent pas, autant que pour nous essayer de tester des trucs et il y a des choses où on se dit, ça je suis sûr que ça marche.
mais on a beau en être sûr, avoir une super conviction, il faut le passer au filtre un peu de la réalité. Et on a essayé, alors parmi tout plein d'exercices, le dernier exercice de l'atelier qu'on faisait, c'était on demandait à des personnes volontaires de venir parler d'un sujet qui leur tient à cœur pendant 20-30 secondes. Vraiment faire 2-3 phrases. Et ce qui est incroyable à voir, c'est que ces personnes-là qui se mettent en situation de danger parce que c'est une conférence, c'est pas ces gens-là qui devaient parler, c'était nous, et on les faisait venir sur le terrain de pétanque, hein, du coup c'était pas non plus une scène trop intimidante, ouais. Mais parler d'un truc qui vous passionne, que vous aimez, préparez pas, qu'est-ce que vous aimez quoi, et on a des gens qui sont venus et qui parlaient et c'était toujours fluide et intéressant, et il y a pas une personne quand elle a fini de parler, on s'est pas dit je peux en avoir encore un peu, c'était cool, enfin quel que soit le sujet, y en a un qui a parlé de cartes Magic, il y en a une qui nous a parlé de justement de la reconquête qu'elle a fait de sa voix, elle a fait des concours d'éloquence, tout ça, et je trouvais ça super intéressant, et en 3 phrases, plutôt que de se concentrer, d'être dans le stress de l'instant, et replier comme tu disais, c'était une espèce d'impro où les personnes arrivent à s'ouvrir, alors c'est facile quand c'est un sujet qu'on a intrinsèquement, qu'on n'a pas besoin de travailler. Mais effectivement, ça marche bien, je trouve. Mais encore une fois, voilà, c'est très vaporeux. Enfin, moi, c'est le terme que j'emploie. Mais là, t'as aussi le biais du survivant, que les personnes qui ont accepté de participer, c'est des personnes qui sont déjà probablement un peu à l'aise avec le fait de parler en public. Alors à l'aise ou à l'aise avec le fait de se mettre en danger. On a une participante qui est venue nous voir à la fin qui est pas française, qui a un français pas approximatif, qui a un français excellent mais qui a un accent très prononcé, et qui nous disait que pour elle, enfin elle s'est mise en danger mais elle était à la limite de la nausée de venir parler devant du monde. Donc elle s'est vraiment mise en danger, mais pour elle elle veut le faire. Donc effectivement il y a on n'a pas un échantillonnage très général là-dessus. Mais après tout le monde n'est pas forcément voué à parler en public. Le but c'est pas de forcer les personnes, c'est d'aider les personnes qui n'osent pas franchir le pas et de donner des armes et de l'accompagnement à ces profils-là. C'est plus ça. Donc ça c'est un peu toutes les questions sur la forme. J'ai d'autres aussi questions plus sur le fond. Alors je sais plus si c'était, j'ai pas retrouvé en préparant ça, si c'était un épisode à toi ou à quelqu'un d'autre, mais j'avais vu un épisode sur YouTube, quelqu'un qui disait que l'épisode qu'on était en train de voir, dans 3 semaines on s'en souviendrait pas et on en garderait potentiellement rien. Je sais pas si c'était un épisode à toi ou à quelqu'un d'autre. Je pense pas que c'était à moi, mais c'est quelque chose que j'aurais pu dire les jours où je suis pessimiste, pas les jours où je suis optimiste. Et en fait, je me pose toujours la question de c'est bien bon, on essaie de transmettre des choses, et quand on fait de la transmission, je parle en conférence, ce que je fais avec les podcasts, où il y a des gens qui font ça sur des streams, Twitch, ou via des articles de blog même, il y a un espèce d'équilibre à trouver entre garder l'attention du public, ou des personnes qui vont lire, du coup faire en sorte que ces personnes-là passent un beau moment, mais en même temps on veut transmettre quelque chose. Du coup il y a peut-être des moments où pour transmettre il va falloir peut-être être rébarbatif, ou on risque de perdre de l'attention là où on va demander peut-être plus de capacité cognitive à comprendre des choses un peu compliquées. Je sais pas si c'est une question que tu te poses, toi, cet équilibre entre j'ai envie que les gens passent un beau moment, qui restent sur ma vidéo jusqu'à la fin, mais j'ai quand même envie de laisser une trace, sachant que il y a de grandes chances pour que cette trace, elle soit anecdotique à l'échelle du temps de semaines, mois, et peut-être il va rien rester. Enfin, je sais pas si c'est une question que tu as, toi, ça. Oui, bien sûr. Je pense que c'est la question que toutes les personnes qui essaient de transmettre quelque chose ont. Je pense pas qu'on puisse passer au travers de cette question-là. J'ai peut-être une opinion un petit peu différente, parce que c'est quelque chose qui se dit beaucoup dans le monde de la vulgarisation, de dire de toute façon il y a rien qui reste, on se souvient de rien, etc. Je trouve ça un petit peu pessimiste, et si jamais il y avait vraiment rien qui restait, on le ferait pas. Il y a quand même des choses qui restent, à mon sens. Par contre, faut accepter que pas chez 100% des gens. On va pas être une bonne
personne à qui transmettre l'information chez 100% des gens. Et puis même moi-même en fait, quand je regarde une vidéo de vulgarisation, selon si c'est à la fin de la journée que j'ai eu une grosse journée ou si c'est en début de journée et que mon cerveau est tout frais, je vais pas retenir la même chose. Selon mon intérêt du moment, je vais pas retenir la même chose. Donc on peut pas espérer que 100% des gens qui vont regarder notre vidéo ou lire notre article ou je ne sais trop quoi vont retenir quelque chose. Le 100%, ça, il est utopique. Par contre, qu'il y ait une portion de cet auditoire-là qui retienne quelque chose, ça, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup si c'est bien fait. Parce que si c'est un petit peu mélangé, pas très bien structuré, que c'est un petit peu trop compliqué, ce qu'on va retenir, ça va être un feeling. On va retenir j'ai écouté un truc sur les ponts, ça m'a semblé intéressant. Et peut-être que la prochaine fois qu'on va regarder une vidéo sur un pont, on l'aurait pas regardé parce qu'on n'avait pas vu on l'aurait peut-être pas regardé si on n'avait pas vu cette vidéo où on avait trouvé ça intéressant. On se souvient de rien, mais juste on se souvient qu'on avait trouvé ça intéressant. Et donc finalement, petit à petit, petite miette par petite miette, on arrive à s'intéresser à l'ingénierie des ponts, simplement parce qu'on en a vu une première qui était intéressante, on se souvient absolument rien dedans, mais on se souvient de son ressenti, de son feeling, qui fait que la fois d'après, quand on va regarder une autre vidéo sur un pont, on va avoir peut-être un nouveau feeling, et puis là, on va retenir un tout petit quelque chose, et puis la fois d'après, etc., etc. Donc on a un effet cumulatif qu'on va rechercher, je pense, première chose. Deuxième chose, c'est que si jamais la vidéo est extrêmement bien faite, extrêmement bien construite autour de un point central, une seule chose à retenir, qui soit un peu percutante, bien sûr que ça va être retenu. Moi, j'ai des vidéos, quand je croise les gens qui me disent « Ah, je me souviens, t'avais fait telle vidéo, c'était telle explication, etc. » Et les gens sont capables de me ressortir l'explication mieux que je ne pourrais le faire moi, des années plus tard. Donc, oui, on peut faire passer des choses, mais pour faire passer des choses, des fois, il faut accepter qu'on puisse faire passer qu'un feeling. Des fois, on fait rien passer parce que soit la personne n'était pas prête, soit nous, on n'a pas très bien travaillé. Et des fois, on fait passer vraiment une information. Mais pour ça, faut que le cerveau de la personne qui écoute soit prêt, et que nous, on ait fait un bon travail. Je pense que ça peut rassurer pas mal de gens en se disant, tu te parlais de faire ses armes, ça fait partie des échecs qu'il faut se prendre. Exactement. Des fois, on n'y arrive pas. Des fois, c'est juste on n'a pas le bon auditoire. J'ai eu cette expérience-là, une conférence avec un collègue qui a bidé 2-3 fois. Je pense qu'on n'était pas sur la bonne conférence, c'était pas la bonne ligne éditoriale, on n'était pas en phase avec le public et on pouvait pas les atteindre. Par ailleurs, ça a bien marché à d'autres endroits et ça intéressait d'autres gens et tant pis. Exact. Et on peut pas plaire à tout le monde. Et même si c'est très très frustrant, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis des fois, on ressort qu'avec un feeling. Et c'est pas grave. Il y a des conférences que j'ai vues qui étaient super intéressantes et je me suis dit j'ai vu une conférence sur tel sujet, c'était cool. Qu'est-ce que t'as retenu? Je sais plus, mais je sais que cette personne-là, j'ai passé un bon moment avec elle. Et puis c'est pas forcément si grave non plus si on ne retient pas 100% de notre vie. De toute façon, c'est utopique, donc bon. Oui, après il y a cette utopie, ce côté c'est de la transmission de connaissances, donc c'est de la pédagogie, donc c'est important, il faut le retenir, sinon ça sert à rien. Enfin moi il y a des gens qui m'ont demandé, j'ai eu de la chance, j'habite dans la région lyonnaise en France, vers une petite ville qui s'appelle Bourg-en-Bresse, et il y a quelques semaines, Julien Bobroff est venu faire justement sa conférence, une nouvelle conférence où il parlait de physique quantique. Quand on m'a dit c'était intéressant, c'était énorme, mais ça parlait de quoi? De physique quantique, mais en quoi en précision? C'était très difficile à synthétiser parce que c'était très dense. Et puis je pense qu'il a... Si je sais de quel conférencier tu parles, c'est une conférence qui fait une overview aussi. Oui. Qui montre plein d'aspects de la physique quantique. Donc je pense que le but était pas forcément que tu ressortes avec une information. C'est ça. C'est sa conférence qui est participative. Moi, j'avoue que je suis allé voir ça. J'écoutais ce qu'il racontait, mais au bout d'un moment, j'ai la partie justement transmission et création de contenu qui s'est mis en route et je regardais plus le comment que le quoi. Parce que en fait, je connaissais pas Julien et je l'ai découvert dans ton émission en cimentant.
terme quand tu l'interviewais. Et j'étais bluffé parce qu'il faisait passer une quantité de choses invraisemblables, que ce soit sur l'histoire de la physique fondamentale, que ce soit sur des mécanismes, des expériences. Il arrive à faire passer tout ça. Il a pas de slide, il a une designeuse qui a bossé à temps plein pendant je sais plus 2-3 mois, qui lui a fait plein de petits trucs en papier, tout ça pour expliquer le spin d'un électron. Voilà, j'ai retenu des trucs qui parlaient de ça. Donc c'était hyper intéressant, et j'ai bloqué sur justement le narratif qui met derrière, comment il arrive à faire en sorte de transmettre tout ça, à quel point moi j'ai trouvé ça innovant, la conférence participative, parce qu'on avait tous un petit papier dans la main et on votait pour tel, il y avait 1, 2 ou 3 chemins potentiels, puis à chaque fois c'était pas une question vous voulez tel sujet, c'était vous voulez l'histoire de quelqu'un qui a raté ses vacances et qui a amené une révolution dans la physique quantique, ou vous voulez quelqu'un qui a réussi ses vacances et qui a amené à des trouvailles dans la physique quantique. Alors je vais voter bleu, je sais pas, mais je trouvais ça hyper intéressant. Ça impacte le public, ça amène de l'attention, de l'intérêt, ça crée de l'engagement, c'est le terme que je cherchais, ça crée de l'engagement, et d'un point de vue format, oui, j'ai trouvé ça assez impressionnant, plus la maîtrise du bonhomme, parce qu'il connaît un peu son sujet, donc j'ai posé la question à la fin, mais ça représente combien de temps de travail? Il me dit c'est ma designeuse qui a bossé toutes les connaissances, lui il les a en fait, c'était juste faire l'arbre avec tout ce qu'il y avait à présenter. Sa designeuse a fait tout le boulot visuel, et lui après il déroule. Et c'était une masterclass pour moi en termes de présentation, en sachant que lui à la fin il se plaignait que c'est la première, il trouvait pas ça au point. On n'a pas tous la même exigence envers ce qu'on fait, envers notre propre travail. Et tu vois, typiquement, là, pour revenir à ta question précédente, je pense que Julien, ce qu'il fait dans ce type de conférence-là, c'est pas de faire en sorte que vous ressortiez avec une connaissance. Parce que si ça devait être une conférence où tu ressors avec une connaissance en particulier, toute la conférence serait autour de ça. Mais là, vous changez de sujet plein de fois, vous avez l'histoire de machin. Donc, je pense que l'objectif, faudra lui demander, mais je pense que l'objectif, c'est plus de vous faire ressortir avec un feeling, avec une sensation de familiarité avec la physique quantique. Et la familiarité avec la physique quantique, ça fait en sorte que les prochaines fois que tu vas lire un article de presse sur une nouvelle découverte de la physique quantique, tu vas peut-être aller le lire, alors que tu l'aurais peut-être pas lu avant, juste parce que tu as été exposé à cette conférence-là. Et elle est là la difficulté de savoir à quel point est-ce qu'on a un impact, parce que la plupart de l'impact qu'on a, il est pas si conscient que ça. Et donc c'est pour ça que ce type de conférences, comme celle de Julien, sont hyper utiles, mais difficiles à quantifier. Tout comme des petites vidéos de 10 minutes sur un concept clé qu'on va retenir. C'est utile aussi parce que ça va nous permettre de comprendre d'autres choses derrière. Et donc il y a une telle pluralité dans la vulgarisation que c'est difficile de... En tout cas, je pense que c'est très pessimiste de dire qu'on ne retient rien. Et alors des fois on peut échouer, mais quand c'est fait avec un petit peu d'expérience, je pense que c'est toujours utile. Et là-dessus, j'en reviens à ton document de création justement, qui pousse à se concentrer là-dessus, puisque les 2 premiers points que j'ai, c'est les titres possibles et le message. C'est avec hashtag le message de fond qu'on veut absolument faire passer, et se poser cette question-là au départ, parce que des fois j'ai essayé de me dire non mais c'est bon, maintenant j'ai de l'expérience, ça fait 2 ans que je fais ça, et en fait j'y arrive pas à sortir des épisodes un peu sur le fil, même si c'est oral, je peux parler longtemps sans problème. Si je sais pas quel est le message de fond que je veux faire passer, je n'aurai aucune cohérence dans tout ce que je vais dire, et je vais avoir beaucoup de mal. Dès l'instant que j'ai formulé ça, déjà je vais avoir une structure qui va pouvoir se dégager, parce que dans le message il y a déjà des choses qui s'activent, genre si je veux faire passer telle information sur c'est plus telle pratique de développement, tel outil, dans ma tête c'est comment je l'ai appris, comment je suis arrivé dessus, qu'est-ce que j'ai comme avantage, inconvénient, et je vais avoir toute une structure qui se dégage, et je pense qu'on gagne en efficacité là-dessus, donc et ça m'a vraiment beaucoup apporté moi de poser la question. Et après le titre souvent, soit ça vient après, une fois que j'ai vraiment détaillé ce que je voulais raconter, soit des fois le message j'arrive à le caser dans le titre, et des fois le titre part tout seul. Donc encore on en revient encore à ce document, on était
Ouais, donc c'est juste pour peut-être donner un petit peu de contexte, c'est un document que j'avais donné dans une vidéo sur une méthode de travail de comment faire n'importe quelle communication en fait, pas forcément une vidéo ou un texte, en tout cas n'importe quelle communication, et de se poser les bonnes questions avant de se mettre à écrire ou de se mettre à créer cette présentation-là. Et donc, dans les premières questions, si ce n'est la première question, c'est de se demander c'est quoi le message qu'il y a à faire passer. Et ça, c'est drôle parce que quand je fais faire ça à mes étudiants, souvent ils sont là, non mais moi je veux parler de telle chose. Je me dis non mais ça c'est un thème, c'est pas un message. C'est quoi ton message? Et il me dit non mais de ça là, je voudrais parler de, je sais pas moi, des loutres en Amérique du Nord, je sais pas. Oui, mais qu'est-ce qu'elles ont les loutres en Amérique du Nord? C'est quoi le message que tu voudrais que les gens retiennent? Puis là, et là c'est dur quoi, parce que, mais en fait la grosse difficulté c'est qu'on a été, on a été à l'école. Puis l'école ne fonctionne pas comme ça. L'école fonctionne avec voici toutes les connaissances dont tu as besoin sur la loutre d'Amérique. Et elle nous dit pas pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier la loutre d'Amérique ou pourquoi qu'est-ce qu'on devrait retenir sur la loutre d'Amérique, parce que c'est un cours, c'est pas de la vulgarisation. Et la vulgarisation, il faut qu'il y ait un focus. Il faut qu'il y ait un endroit où est-ce qu'on s'en va. Et donc le message, qu'est-ce qu'on veut dire? Il faut le trouver avant même de se mettre à écrire, sinon on écrit un cours. Et on rentre dans un autre champ de compétences qui est sur la transmission beaucoup plus académique. Sur cette transmission-là, est-ce que t'as déjà fait des erreurs? Tu t'es déjà gouré? Tout le temps. Tous les jours. Enfin, des erreurs. C'est-à-dire que quand t'as transmis un truc, genre, mince, là je me suis gouré, j'avais pas la bonne source, ou j'ai oublié, il y a un truc que je pensais savoir. Alors, tu dis toujours, c'est vraiment toujours, t'as régulièrement des coquilles dans tes productions? J'avais pas compris ce que tu voulais dire. Donc ce que tu cherches, c'est une coquille de rigueur de science. Par exemple. Non pas une coquille de comment que j'aurais pu mieux le faire passer. Donc coquille d'erreur de science, ça m'arrive, c'est quand même pas si fréquent. Et en fait, la problématique de savoir est-ce que ça m'arrive souvent, ça dépend. Où est-ce que tu mets la ligne de la véracité? Parce que tu as des personnes, je travaille beaucoup avec des chercheurs, donc forcément je suis très exposée à ça, qui vont te dire, non, si tu dis, je sais pas moi, la loutre d'Amérique est un mammifère, j'espère que c'est un mammifère. Est-ce que c'est un mammifère? Je sais plus. Bon, j'ai pas trop de biologistes dans l'auditoire, ça devrait aller. Ouais, bon, au pire je me trompe et vous m'excusez. La loutre d'Amérique est un mammifère. Si je dis ça dans cette phrase, peut-être qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur la loutre d'Amérique, ou des chercheuses, qui vont dire, c'est-à-dire que mammifère, en fait, c'est pas le bon mot, il faudrait dire, l'exemple est pourri, j'y connais rien. Mammiferus, je sais pas quoi, parce que mammifère, ça inclut aussi telle et telle chose. Donc, elle est où l'erreur? À quel moment est-ce que on considère que c'est juste ou non? Et cette ligne-là, elle est très grise. Elle est grise et elle est subjective. Moi, la façon dont je la place, c'est que je me dis, si l'auditoire en face de moi, il a compris ce que je voulais dire, il a interprété la bonne chose, alors mon texte était bon. Parce que je fais pas mon texte pour les experts du domaine. Je fais mon texte pour le grand public ou pour un public que j'ai déterminé. Et donc si pour le public que j'ai déterminé, mammifère, ça veut dire qui fait un bébé qui n'est pas dans un œuf, mettons, et que c'est ça sa définition de mammifère, parfait. Je n'avais pas besoin de la nuance que la personne qui travaille dans le domaine avait envie d'ajouter, parce que pour elle, elle connaît toutes ces différences-là. Donc, l'erreur, elle est très subjective, donc sur la précision des choses. Après, il y a des erreurs flagrantes où on se trompe et puis là c'est vraiment faux simplement. Des choses vraiment fausses, j'en ai fait une fois. Il me semble que c'était ma 3e vidéo, donc il y a 10 ans. Elle est supprimée depuis. Et sinon des vraies erreurs. J'ai dû en faire, mais des choses qui étaient tellement pas graves que j'ai pas supprimé la vidéo. Donc des choses vraiment très du détail, mais là j'ai pas de, ça m'est arrivé mais je les ai pas prêtes dans ma mémoire. Ouais, toi tu t'appuies beaucoup sur de la relecture par des spécialistes un petit peu, ou tu te fais confiance? Je m'appuie alors par alors ça dépend.
J'ai de la relecture par des spécialistes quand je travaille avec des spécialistes pour faire mon texte, pour faire la vidéo. Donc là, par exemple, hier, j'ai tourné une vidéo et donc avec des chercheurs. Donc clairement, les chercheurs vont relire le script avant même que j'enregistre la suite, parce que ils font partie intégrante de la chose. Quand je travaille toute seule, que j'ai pas de chercheur qui m'accompagne, j'ai un relecteur qui est plus là pour la vulgarisation. Est-ce que le message passe bien, est-ce que c'est clair, etc. J'ai rarement des relecteurs spécialisés pour les sujets que je fais toute seule. Donc là, je me back essentiellement par du travail, par lire et relire et relire et relire et relire et relire des articles et être sûr que j'ai bien compris ce que je voulais faire passer. Et aussi, l'avantage que j'ai, c'est que je choisis mes sujets et je choisis mes sujets en fonction de ma sensibilité et de ma capacité à comprendre les réponses. Il y a des sujets que je ne traite pas volontairement parce que je sais que les articles que je vais trouver, je vais pas être à même de les comprendre. Donc, les sujets où je suis seule et où j'ai pas de chercheur qui accompagne, ce sont des sujets qu'a priori je suis capable de comprendre. Je comprends cette démarche. C'est pour ça que les sujets où je suis pas forcément à l'aise, j'ai des personnes externes qui viennent en parler. C'est pour ça que tu es là, avec une expertise sur de la communication, de la vulgarisation, entre autres. Il nous reste plus beaucoup de temps, encore un petit peu. J'avais une question qui a rien à voir. C'est total sans transition sur le coup. C'est une question qu'une amie m'a demandé de te poser. Okay. C'est une question qui me paraît pertinente, à laquelle j'aurais pas pensé tout seul. Il y a quelques temps, t'avais parlé mixité et écriture inclusive sur ta chaîne. Ouais. Et la question, c'était un peu, toi, est-ce que t'as le recul pour voir une différence de gestion de la mixité dans le domaine scientifique entre la France et le Québec, du coup, et si tu vois des choses qui sont qui sont différentes, qui sont intéressantes à voir, est-ce qu'il y a les mêmes écueils d'un côté et de l'autre? C'est dur à dire parce que j'habite plus en France depuis que j'ai 23 ans. Et quand j'avais 23 ans, j'étais pas vraiment adulte encore. J'étais dans la vie étudiante, j'ai pas été du tout dans le monde professionnel en France. Donc j'ai pas une vision très réaliste, je pense, de ce à quoi la France ressemble aujourd'hui. Et puis aussi, j'ai une vision très extérieure. C'est-à-dire que la moindre chose qui se passe en France, c'est présenté d'une façon différente dans les médias étrangers que ce que tu le vis à l'intérieur. Quand vous avez eu les émeutes avec les voitures qui ont brûlé partout, quand vous avez eu les gilets jaunes, quand vous avez eu à chaque événement, c'est pas retranscrit, c'est pas vécu de la même façon à l'étranger que c'est vécu en France. Donc c'est très difficile pour moi de faire une comparaison qui soit assez objective en n'étant pas dans le pays et en n'ayant pas eu d'expérience à l'intérieur de ce pays-là. Ce que j'ai l'impression de voir dans ce qui me vient, c'est que le sexisme est beaucoup plus ancré en France qu'il ne l'est au Québec. Juste dans la façon dont les gens parlent, dans les médias, mais c'est difficile pour moi de dire quelle est la réalité de la chose. Moi, j'ai jamais été exposée au sexisme, ni en France ni au Québec, ou alors j'en ai pas eu conscience. Donc, c'est difficile de répondre sans être dans du jugement interpays qui ne soit pas basé sur des informations biaisées. Je comprends, mais déjà en soi, si t'as pas eu à le vivre, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que t'as pas l'impression d'avoir eu, même en tant que vulgarisatrice, enseignante, communicante, t'as pas eu l'impression d'avoir eu à justifier plus de ta posture, de ton expertise que d'autres profils masculins. Donc là on est au Québec parce que là on parle de ma vie professionnelle, donc qui est surtout au Québec. Donc ça non, j'ai jamais eu ce ressenti là. Après c'est toujours pareil, c'est-à-dire que comment est-ce que tu isoles la variable? Est-ce que j'ai pas eu tel emploi parce que j'étais une femme? Ou est-ce que je sais pas, ou est-ce que parce que finalement l'autre personne était meilleure? C'est très dur d'isoler la variable. Ce sont des choses qui sont subtiles souvent quand même. Cela dit, au Québec là, je pense pas avoir été
avoir eu de problématiques de ce point de vue-là. Si c'est subtil, j'allais dire, c'est une bonne nouvelle, puisque des fois c'est pas subtil du tout, et c'est très prévoyant, donc quelque part, si tu l'as vécu comme ça, après c'était une question une question de ressenti. Ouais. Alors question totalement bateau incoming. T'aurais des conseils à donner à des personnes à plus forte raison potentiellement issues de minorités. Je parle de minorité parce que je travaille dans l'informatique qui a grosse dominante masculine et pour le coup là je vais parler de mon ressenti en France qui a grosse dominante misogyne qui va avec. Il y a énormément de problèmes là-dessus à mon sens. Mais je sais pas si toi tu t'aurais des conseils peut-être spécifiques à donner à des jeunes femmes ou à d'autres minorités qui voudraient se lancer dans de la création de contenu, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'audio, du visuel, de l'écrit, de la conférence, du live, du Twitch, tout ça. Je sais pas, c'est un peu bateau, mais des fois en fait si tu veux c'est que je pense que c'est difficile parce que mon expérience à moi, je pense pas qu'elle soit représentative de l'expérience des femmes, de manière générale. Je pense que j'ai quelque chose qui fait que je suis l'exception qui confirme la règle plus qu'autre chose. Parce que c'est sûr que toutes les femmes que je connais ont eu des problématiques sexistes dans leur vie de création de contenu, chose que moi je n'ai pas eu. Donc c'est difficile pour moi d'aller sur ce terrain-là parce que j'ai rien vécu en ce sens-là. Je me suis posé la question il y a 10 ans quand j'ai commencé, est-ce que je mets mon visage ou non, et la raison pour laquelle je ne mettais pas mon visage sur les vidéos au début, ça avait rien à voir avec mon genre, c'était plus parce que je voulais mettre le contenu en avant et non pas ma personnalité. Donc j'avais pas ce type de questionnement là. Je sais que c'est différent pour la plupart des femmes, donc dur de donner des conseils de ce point de vue-là, parce que j'ai pas l'expérience, donc je vais aller plutôt dans des conseils de là où j'ai l'expérience, qui est de dire, ayez pas peur de vous planter, plantez-vous, et c'est en se plantant, en faisant des vidéos qui sont pas très bonnes, qu'on arrive à faire des vidéos qui sont bonnes après. Vidéo ou texte ou peu importe. Et moi aujourd'hui dans mes formations, je prends mes articles de blog que j'ai écrits il y a 13 ans pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est une philosophie qui est très importante pour moi. C'est l'apprentissage vient, vu que c'est un savoir-faire qu'on essaie de développer, l'apprentissage vient en faisant mal et en sachant pourquoi. Mais il faut arriver à accepter de faire mal à un moment donné. En fait, de faire du mieux qu'on peut, et ce mieux qu'on peut se rendre compte que c'est pas assez, et comprendre pourquoi est-ce que c'était pas si bien, et faire mieux la fois d'après. Et d'aller en itérant. La prochaine production sera meilleure que la précédente, et celle d'après sera encore meilleure que la précédente, et celle-là est moins bonne que la prochaine. Et à partir du moment où on a cette philosophie, puis qu'on s'est un peu détaché du fait que on allait faire un truc parfait, ça devient assez facile de s'améliorer. Normalement, c'est une démarche qui devrait parler aux profils qui sont dans le développement, dans toutes les personnes qui m'écoutent, c'est que normalement, quand on développe du logiciel, on travaille par itération. Enfin, de nos jours, maintenant, on travaille par itération courte, essayer d'avoir du feedback rapidement. Et c'est le principe. Donc, normalement, cette démarche ne devrait pas traumatiser les gens. Et ça me semble à mon truc dédramatiser l'erreur et ne pas considérer une erreur comme un échec. Tout le monde se plante à différents degrés. Des fois on fait des bides, des fois on n'y arrive pas. Ça fait quelques années que j'en fais. J'ai des épisodes qui font même pas le tiers des écoutes que je fais d'autres fois. Des fois il y en a qui marchent. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains marchent plus que d'autres. Vraiment, pour moi c'est complètement vaporeux, ésotérique. Ça, après, faut faire attention avec la création de contenu, c'est que les chiffres que les réseaux sociaux te donnent, que les métriques qu'on a, sont pas forcément représentatives non plus de la qualité d'un travail. Donc, faut arriver quand même à faire la distinction entre la qualité de ce qu'on a fait et à quel point ça a marché. Mes vidéos qui ont le plus marché, je suis pas sûre que ce soit celle où je dirais que c'est la meilleure vulgarisation qu'il y a à l'intérieur. C'est celle qui a le mieux marché, où l'algorithme a été clément avec moi, je ne sais pas. Mais, donc, faut arriver à se détacher des chiffres et
plus écouter les commentaires que les chiffres pour la qualité de ce qu'on fait. Effectivement. Eh bien, c'est sur cette sage conclusion que je vais te libérer. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Vraiment, ça me fait super plaisir. Eh bien voilà, c'était mon petit kiff de rentrée, cet entretien avec Viviane. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été flatté, honoré, ajouté tous les superlatifs que vous voulez, de pouvoir l'avoir dans mon podcast. Viviane, c'est quelqu'un que je suis depuis super longtemps et c'était difficile de pas être en vieux fan. Ouah, trop cool, elle est là. Je l'étais un peu quand même. Donc vraiment, j'espère que ça vous aura plu. On repartira sur des choses plus habituelles dès le prochain épisode. En tout cas, encore une fois, merci d'être toujours là pour cette 4e saison du podcast. À la prochaine donc pour un nouvel épisode. Et d'ici là, ne vous gênez pas pour créer du contenu, partager des choses, c'est passionnant. Et surtout, geekez bien et codez bien.